Le choix de Raphaël Atlan n'a rien d'un hasard, et dès les premières heures où son nom est de nouveau prononcé dans les couloirs feutrés de Montpellier, une tension presque invisible commence à se diffuser, comme une onde lente qui touche chaque personne liée, de près ou de loin, à son passé. Ce qui, pour certains, pourrait sembler n'être qu'une simple affaire judiciaire se transforme peu à peu en un piège subtil, dont les contours ne sont pas encore visibles mais dont les conséquences promettent d'être profondes, durables, et peut-être irréversibles pour ceux qui s'y trouvent mêlés. C'est ainsi que Margot se retrouve au cœur de cette mécanique complexe sans en mesurer immédiatement l'ampleur, animée par une ambition sincère mais encore naïve, persuadée que cette affaire représente avant tout une opportunité professionnelle exceptionnelle. Lorsqu'elle apprend que c'est Atlan lui-même qui l'a choisi pour assurer sa défense, elle ressent d'abord une forme de reconnaissance inattendue, presque flatteuse, comme si ses années d'efforts et de travail trouvaient enfin une validation concrète aux yeux d'un ancien professeur qu'elle avait toujours respecté pour son intelligence et son exigence. Pourtant, derrière cette apparente reconnaissance, quelque chose cloche, une dissonance que Margot perçoit sans parvenir à la nommer clairement, comme une intuition diffuse qui s'insinue dans son esprit sans jamais se transformer en certitude. Pourquoi elle? Pourquoi une jeune avocate sans expérience en pénal, alors même qu'Atlan pourrait facilement s'offrir les services d'un ténor du barreau? Cette question, elle la pose avec une franchise presque désarmante, espérant une réponse rationnelle, simple, qui viendrait dissiper ses doutes. Mais la réponse d'Atlan, aussi calme que maîtrisée, ne fait que renforcer le trouble au lieu de l'apaiser. Il évoque son talent, son potentiel, sa capacité à voir chez certains étudiants une promesse que les autres ne perçoivent pas encore, et dans ses mots se glisse une admiration mesurée, parfaitement calibrée, comme s'il savait exactement quelle corde sensible toucher pour obtenir l'adhésion totale de celle qu'il vient de choisir. Ce discours, à la fois flatteur et ambigu, agit sur Margot comme un levier invisible, la poussant à accepter sans vraiment résister, tout en laissant au fond d'elle une trace d'inquiétude qu'elle préfère ignorer. Pendant ce temps, dans un tout autre état d'esprit, Claudine se débat avec des souvenirs qu'elle aurait préféré ne jamais voir ressurgir. Dès que le nom d'Atlan refait surface, c'est tout un pan de son passé qui se réveille brutalement, comme si les années écoulées n'avaient jamais réellement effacé ce qu'elle avait vécu. Elle se revoit, plus jeune, moins expérimentée, confrontée à cet homme qui lui avait demandé de le défendre dans une affaire déjà trouble à l'époque, et dont elle avait accepté la cause sans mesurer les conséquences à long terme. Ce souvenir n'est pas simplement un fragment du passé, il est chargé d'une culpabilité persistante, presque viscérale, qui n'a jamais cessé de la hanter malgré le temps. Obtenir un non-lieu pour Atlan avait été, sur le moment, une victoire professionnelle, une preuve de ses compétences naissantes, mais aujourd'hui, cette victoire prend une toute autre dimension, presque tragique. Car au fond d'elle, Claudine n'a jamais été totalement convaincue de l'innocence de son client, et cette incertitude, longtemps enfouie, remonte à la surface avec une intensité déstabilisante. Lorsqu'elle confie à Alix Dardel qu'elle considère avoir commis la plus grosse bêtise de sa vie, en acceptant de défendre Atlan, ces mots ne sont pas ceux d'une simple remise en question professionnelle, mais ceux d'une femme qui porte en elle le poids d'une erreur dont elle craint désormais les répercussions. Cette confession, lourde de sens, révèle à quel point l'affaire actuelle ne se limite pas à une enquête criminelle. Elle est aussi une confrontation directe avec des choix passés, avec des décisions dont les conséquences se prolongent bien au-delà de ce qu'elle avait imaginé. Dans le même temps, l'enquête avance, mais sans apporter de réponse claire, renforçant au contraire le sentiment d'incertitude qui entoure toute cette affaire. Jérémy et Atlan proposent chacun une version des faits radicalement différente, deux récits incompatibles qui plongent les enquêteurs dans une situation de blocage presque total. Aucun témoin ne vient confirmer l'un ou l'autre des témoignages, et les alibis avancés par les deux hommes se révèlent fragiles, insuffisants pour établir une vérité solide. Face à cette impasse, Manu Léoni décide de recourir à un outil plus objectif, la géolocalisation des téléphones. Cette décision, qui pourrait sembler purement technique, marque en réalité un tournant dans l'enquête, car elle traduit une volonté de dépasser les discours contradictoires pour s'appuyer sur des données concrètes, vérifiables. Mais même cette piste, aussi prometteuse soit-elle, ne garantit pas une résolution rapide, tant les enjeux semblent imbriqués et complexes. À mesure que les pièces du puzzle se mettent en place, une autre dimension apparaît, plus subtile, plus inquiétante, celle de la manipulation. Cécile Baker, en tant que juge en charge du dossier, observe la situation avec une lucidité froide, attentive aux détails que d'autres pourraient négliger. Et très vite, une hypothèse s'impose à elle, presque instinctivement. Le choix de Margot par Atlan n'est peut-être pas motivé uniquement par des raisons professionnelles. Car Margot n'est pas n'importe qui. Elle est sa sœur. Et cette proximité, qui pourrait sembler anodine,
devient soudain suspecte dans le contexte de l'affaire. Cécile ne peut s'empêcher de penser qu'Atlan, parfaitement conscient de la situation, a pu délibérément choisir Margot pour créer une forme de pression indirecte, pour introduire une faille dans le système judiciaire en exploitant les liens familiaux qui unissent les protagonistes. Cette idée, encore floue, encore difficile à prouver, s'installe néanmoins dans son esprit avec une insistance croissante, transformant sa perception de l'affaire. Ce n'est plus seulement une question de culpabilité ou d'innocence, c'est aussi une question de stratégie, de calcul, peut-être même de manipulation à grande échelle. Et plus elle y pense, plus cette hypothèse lui semble plausible, voire probable. Pendant ce temps, Margot, de son côté, continue d'avancer avec une détermination qui frôle l'inconscience, portée par l'idée qu'elle tient là une chance unique de prouver sa valeur. Elle confie à Florent Grasset son enthousiasme, parlant de cette affaire comme d'une opportunité incroyable, sans mesurer pleinement les risques qu'elle prend en s'y engageant. Son regard, encore tourné vers l'avenir, ne voit pas encore les ombres qui se dessinent derrière cette affaire, ni les conséquences potentielles de son implication. Et pourtant, tout autour d'elle, les signaux d'alerte se multiplient, discrets mais bien réels. Les réactions de Cécile, les silences lourds de Claudine, les contradictions dans les témoignages, tout converge vers une même réalité. Cette affaire dépasse largement le cadre d'un simple dossier judiciaire. Elle touche à des histoires personnelles, à des secrets anciens, à des liens invisibles qui unissent les personnages bien au-delà de ce qu'ils voudraient admettre. C'est alors que, sans encore le comprendre pleinement, Margot commence à franchir une ligne, une frontière invisible entre ambition et danger, entre opportunité et piège. Et plus elle avance, plus il devient difficile de revenir en arrière, comme si chaque décision prise l'enfermait un peu plus dans un engrenage dont elle ne maîtrise ni la logique ni les conséquences. À ce moment-là, rien n'est encore joué, rien n'est encore révélé. Mais une chose est certaine, le piège est déjà en place. Et Margot, sans le savoir, vient tout juste d'y entrer. Le malaise de Claudine ne cesse de grandir depuis que le nom de Raphaël Atlan est revenu dans sa vie avec la violence sourde d'un souvenir qu'elle avait trop longtemps tenté d'enterrer. Dans son bureau, elle essaie de garder cette maîtrise froide qui l'a toujours protégée, mais quelque chose en elle s'est fissuré dès l'instant où elle a compris que cette affaire ne resterait pas enfermée dans les archives du passé. Le visage d'Atlan, sa voix, son assurance, tout revient avec une précision presque cruelle, comme si les 25 années écoulées n'avaient été qu'une parenthèse fragile avant le retour d'une vérité inachevée. Lorsqu'elle revoit mentalement leur première rencontre, Claudine ne se souvient pas seulement des faits, mais aussi de l'état d'esprit dans lequel elle se trouvait à l'époque. Elle venait d'ouvrir son cabinet, elle voulait s'imposer, prouver qu'elle pouvait défendre des dossiers difficiles, montrer qu'elle n'était pas seulement une jeune avocate ambitieuse mais une professionnelle capable de tenir tête à un système qui ne faisait aucun cadeau. Atlan était arrivé au moment exact où son besoin de reconnaissance la rendait vulnérable, et c'est peut-être cela qui la trouble le plus aujourd'hui, l'impression d'avoir été choisie, déjà, non pas pour ses compétences seules, mais parce qu'elle pouvait être influencée. Dans ses souvenirs, Atlan n'avait jamais eu l'attitude d'un homme paniqué par les soupçons qui pesaient sur lui. Il parlait avec calme, expliquait que sa compagne s'était donné la mort, que la police cherchait un coupable et que lui se retrouvait injustement pris dans un engrenage. À l'époque, Claudine avait entendu un homme qui affirmait son innocence, un client qui avait besoin d'être défendu, et elle s'était accrochée à cette logique professionnelle pour ne pas voir les zones d'ombre. Aujourd'hui, ces mêmes souvenirs prennent une couleur différente, plus inquiétante, comme si chaque phrase entendue autrefois contenait déjà une part de manipulation. Pendant ce temps, Jérémy vient chercher auprès d'elle une forme de certitude qu'elle n'est plus capable de lui offrir totalement. Il sait qu'il est au cœur d'une enquête où tout peut basculer très vite, et lorsqu'elle lui annonce que l'amant d'Isor a été identifié, son trouble est immédiat. Le nom d'Atlan ne lui est pas familier personnellement, mais il en a entendu parler comme d'un professeur d'histoire presque mythique, une figure admirée à la fac, quelqu'un dont la réputation semblait jusque-là appartenir au monde brillant du savoir plutôt qu'à celui du soupçon criminel. Claudine l'observe avec une gravité qu'elle ne parvient pas à masquer. Elle sait que Jérémy comprend vite, qu'il sent dans ses hésitations une inquiétude plus ancienne que l'affaire actuelle. Lorsqu'elle lui explique qu'Atlan a donné aux enquêteurs une version différente de la sienne, elle ne parle pas seulement d'une contradiction procédurale. Elle parle d'un danger, d'un homme capable de construire un récit, de déplacer les responsabilités, d'installer le doute là où la vérité devrait être nette. Jérémy perçoit alors que Claudine ne considère pas Atlan comme un simple témoin ambigu, mais comme une menace possible. La situation est d'autant plus fragile que les deux hommes se retrouvent dans un face-à-face sans preuve décisive. Atlan affirme une chose, Jérémy en affirme une autre, et entre eux s'étend un vide que la police doit combler avec des éléments concrets. Les alibis sont incertains,
les déclarations ne suffisent pas, personne ne vient confirmer clairement l'un ou l'autre. Cette absence de certitude crée une pression terrible sur Jérémy, car il sait que dans une affaire criminelle, le doute ne protège pas toujours celui qui est innocent. Il peut aussi devenir un terrain où les soupçons s'enracinent. Dans le même temps, Manu Léoni poursuit son travail avec cette rigueur que les affaires sensibles exigent. Il ne peut pas se permettre de se laisser entraîner par les intuitions, les rancœurs anciennes ou les peurs des uns et des autres. Il lui faut des faits, des déplacements vérifiables, des horaires, des traces. La demande de géolocalisation des téléphones devient alors un axe essentiel, presque une promesse de clarté dans un dossier saturé de paroles contradictoires. Mais même cette démarche ne suffit pas à apaiser ceux qui savent qu'Atlan n'est peut-être pas seulement un homme qui se défend, il pourrait être quelqu'un qui anticipe. Cette idée obsède particulièrement Cécile Baker. En apparence, elle tente de rester à sa place, de regarder le dossier avec la distance nécessaire à sa fonction. Mais la présence de Margot dans l'affaire bouleverse tout. Dès qu'elle apprend qu'Atlan a choisi sa sœur comme avocate, une inquiétude profonde s'installe en elle. Ce n'est pas la réussite de Margot qui la dérange, au contraire, elle aimerait pouvoir se réjouir pleinement pour elle. Ce qui la trouble, c'est la cohérence trop parfaite de ce choix dans une stratégie possible. Cécile sait qu'Atlan pourrait se payer un avocat beaucoup plus expérimenté, quelqu'un rompu aux affaires criminelles, un nom capable de peser dans un dossier aussi dangereux. Alors pourquoi Margot? Pourquoi une jeune avocate encore au début de sa carrière, brillante certes, mais sans expérience au pénal? La réponse flatteuse donnée par Atlan ne suffit pas à la convaincre. Elle entend derrière les compliments une intention plus sombre, comme si Margot avait été attirée dans cette affaire précisément parce qu'elle était liée à elle, parce que cette proximité pouvait créer une gêne, un trouble, une fragilité dans le traitement judiciaire du dossier. Margot, de son côté, ne veut pas entendre complètement cette inquiétude. Elle a besoin de croire qu'elle a été choisie pour ses qualités, pas pour son nom, pas pour sa sœur, pas pour une stratégie qui la dépasserait. Lorsqu'elle parle de cette affaire à Florent Grasset, elle laisse transparaître une excitation presque lumineuse. Elle voit une chance rare, l'occasion de franchir un palier, de sortir de dossiers moins visibles pour entrer dans une affaire qui peut marquer une carrière. Sa jeunesse professionnelle la pousse à regarder le risque comme un défi plutôt que comme une menace. Pourtant, Florent comprend que l'enthousiasme de Margot ne suffit pas à rendre la situation saine. Il sait ce que représente le pénal, la violence psychologique d'un dossier criminel, la manière dont un client peut peser sur son avocat, surtout lorsque l'affaire mêle meurtre, passé trouble et exposition médiatique. Même s'il ne cherche pas à la décourager frontalement, il perçoit que Margot se tient au bord d'un terrain qu'elle ne connaît pas encore. Elle croit entrer dans un combat juridique, elle ne voit pas encore qu'elle pourrait aussi entrer dans une guerre d'influence. Pendant ce temps, chez Baker, l'affaire Atlan ravive une crispation qu'il peine à contenir. Lorsqu'il confie à Janet qu'il n'a pas vraiment envie de voir Claudine à l'occasion de l'anniversaire de Sabine, ce n'est pas une simple contrariété passagère. C'est le signe que le passé revient contaminer le présent, au point de rendre les retrouvailles familiales presque impossibles. Janet tente de comprendre, de ramener les choses à une lecture plus rationnelle. Claudine n'a fait que son travail d'avocate. Mais cette explication, même juste en surface, ne suffit pas à apaiser Baker. Car pour lui, l'affaire Atlan ne relève pas seulement d'une règle professionnelle. Elle touche à une blessure ancienne, à un moment où la justice, l'amour et la confiance se sont heurtés de plein fouet. Voir Claudine associée à ce dossier, entendre de nouveau le nom d'Atlan, sentir que les mêmes zones d'ombre recommencent à se former autour d'un autre drame, tout cela réveille en lui une colère sourde. Lorsqu'il coupe court à la discussion avec Janet, ce n'est pas parce qu'il n'a rien à dire, mais parce que les mots risqueraient de dévoiler trop de rancœur. Dans le même temps, la vie continue autour d'eux avec ses préoccupations plus ordinaires, mais même ces moments apparemment secondaires portent une tension discrète. Pablo demande à Hugo l'autorisation de partir en montagne faire de l'escalade avec des amis, profitant de jours sans cours pour s'éloigner un peu. Salomé connaît bien les lieux, Noura doit être de la partie, et l'idée d'un week-end loin de Montpellier semble offrir à ces jeunes un espace de respiration dans un climat général de plus en plus pesant. Hugo accepte, tandis qu'Achille refuse de venir, préférant rester à distance d'une activité qui ne lui ressemble pas. Cette parenthèse adolescente paraît presque légère comparée à l'affaire criminelle qui agite les adultes, mais elle révèle aussi une autre facette du quotidien. Chacun cherche, à sa manière, à échapper à ce qui l'enferme. Pablo veut partir, Noura rêve de montagne, Achille se tient à l'écart, comme si chaque personnage suivait son propre mouvement intérieur. Pourtant, même cette échappée se complique lorsque Sabine annonce à Alexis et Noura qu'ils devront refaire un devoir après avoir obtenu des notes insuffisantes. Le week-end prévu se trouve soudain menacé par le rappel brutal des obligations scolaires.
Alexis choisit finalement de rester pour repasser son devoir, acceptant de renoncer à l'escapade prévue, tandis que Noura, elle, préfère partir malgré tout. Ce choix, simple en apparence, dessine déjà des tempéraments différents. L'un se plie à la contrainte, l'autre privilégie la liberté immédiate. Dans un récit où les adultes sont pris dans les conséquences de décisions anciennes, cette petite intrigue résonne presque comme un écho discret. Chaque choix, même modeste, peut ouvrir une direction dont on ne mesure pas toujours les effets. Mais le centre de gravité reste ailleurs, dans ce triangle dangereux formé par Atlan, Margot et Cécile. Plus les heures passent, plus la juge sent que sa sœur avance vers quelque chose qu'elle ne contrôle pas. Elle ne peut pas intervenir directement sans risquer de brouiller les frontières de sa fonction, mais elle ne peut pas non plus faire taire son instinct familial. Sa peur n'est pas abstraite, elle connaît la force des hommes intelligents lorsqu'ils utilisent les failles affectives des autres, et tout dans l'attitude d'Atlan lui donne l'impression d'un homme qui ne choisit jamais au hasard. Margot, elle, continue de croire qu'elle peut séparer les choses. Elle veut être professionnelle, indépendante, capable de défendre un client difficile sans se laisser influencer par les inquiétudes de son entourage. Cette volonté d'autonomie est sincère, presque touchante, mais elle devient aussi son point faible, car Atlan semble précisément jouer sur ce besoin d'être reconnue comme une avocate à part entière. En la choisissant, il ne lui offre pas seulement un dossier, il lui donne l'impression d'entrer dans un cercle réservé à ceux qu'il juge dignes de confiance. C'est là que le piège se referme lentement, non pas par la force, mais par la flatterie, par l'ambition, par ce désir humain d'être vue et choisie au bon moment. Margot n'est pas imprudente par légèreté, elle est attirée par ce que cette affaire parle à ce qu'elle veut devenir. Et c'est précisément ce qui rend la situation si dangereuse. Car si Atlan l'a vraiment sélectionnée pour manipuler le dossier, il a su repérer en elle non seulement une avocate brillante, mais aussi une jeune femme encore désireuse de prouver sa valeur. À mesure que la journée avance, Claudine s'enfonce dans un trouble de plus en plus visible. Devant Alix, elle laisse tomber une partie de son armure, avouant que cette affaire remue des choses anciennes et qu'elle a détruit son couple avec Baker. Cette phrase révèle l'ampleur du traumatisme. Atlan n'a pas seulement traversé sa carrière, il a laissé une trace dans sa vie intime, dans ses choix, dans ses regrets. Et maintenant qu'il réapparaît, ce n'est pas seulement l'avocate d'autrefois qui tremble, mais la femme qui sait qu'une erreur peut survivre à toutes les années de silence. Alix, face à elle, ne cherche pas à minimiser ce qu'elle entend. Elle comprend que Claudine ne parle pas d'une contrariété passagère, mais d'une culpabilité profondément enracinée. Lui proposer d'aller boire un verre, c'est peut-être peu de choses, mais c'est aussi une manière de lui offrir un espace où respirer, ou ne pas rester seule avec ce passé qui revient l'étouffer. Claudine, d'ordinaire si combative, apparaît alors plus vulnérable, presque démunie devant ce qu'elle croyait avoir dépassé. Dans cette accumulation de tensions, une impression domine, chacun avance avec une vérité partielle. Jérémy sait qu'il n'est pas tiré d'affaire. Claudine croit qu'Atlan a déjà été coupable autrefois. Cécile soupçonne une manipulation. Margot veut croire à une chance professionnelle. Baker refuse de rouvrir la blessure. Et Atlan, au centre de tout, reste maître d'un jeu dont personne ne connaît encore toutes les règles. C'est alors que l'affaire prend une dimension plus inquiétante encore. Car si Atlan a déjà su traverser une accusation ancienne en sortant blanchi, s'il a déjà bénéficié d'un non-lieu grâce à une jeune avocate qu'il avait choisie au début de sa carrière, alors le fait qu'il se tourne aujourd'hui vers Margot n'a rien d'anodin. Le passé et le présent semblent se répondre, comme si la même stratégie recommençait sous une forme nouvelle. Et cette répétition possible glace Claudine autant qu'elle alarme Cécile. À ce stade, Margot ne voit encore qu'une affaire difficile. Elle ne voit pas encore le miroir tendu entre elle et Claudine, ni le risque de devenir, à son tour, l'avocate qu'Atlan utilise pour sortir d'un piège dont il serait peut-être l'architecte. Mais autour d'elle, les regards changent, les inquiétudes s'aiguisent, et le silence devient de plus en plus lourd. Le dossier Atlan n'est plus seulement une enquête sur la mort d'Isor. Il devient une épreuve pour tous ceux qui ont un lien avec lui, une plongée dans les zones grises où la vérité se mélange à la culpabilité, où la justice se heurte à l'intime, où l'ambition peut se transformer en vulnérabilité. Et tandis que Margot s'avance avec confiance vers ce qu'elle croit être un tournant de sa carrière, ceux qui l'aiment commencent à craindre qu'elle ne soit déjà en train de payer le prix d'un choix qui n'était peut-être pas le sien. L'équilibre déjà fragile de l'affaire commence à se fissurer davantage à mesure que les certitudes s'effritent et que les doutes prennent une place plus large dans l'esprit de chacun. Ce qui n'était au départ qu'un affrontement entre deux versions opposées devient progressivement un terrain mouvant, où chaque parole semble calculée, chaque silence chargé d'intention, et où la vérité elle-même paraît s'éloigner à mesure que l'on tente de s'en approcher. Au centre de cette spirale, Margot continue d'avancer avec une détermination intacte, mais désormais accompagnée d'une tension qu'elle ne peut plus ignorer complètement.
Dans ses échanges avec Raphaël Atlan, elle commence à percevoir une complexité qu'elle n'avait pas envisagée au départ. L'homme qu'elle pensait connaître en tant qu'ancien professeur révèle peu à peu une facette plus insaisissable, faite de retenue, de maîtrise et d'une capacité troublante à orienter les discussions sans jamais donner l'impression de le faire. Il ne se défend pas de manière impulsive, ne cherche pas à convaincre par la force ou l'émotion. Au contraire, il construit son discours avec une précision presque chirurgicale, laissant à Margot le sentiment qu'il lui fait confiance tout en contrôlant subtilement la manière dont elle perçoit les faits. Cette impression grandissante agit comme une ombre discrète sur l'enthousiasme initial de la jeune avocate. Elle ne remet pas encore en cause son engagement, mais elle commence à ressentir le poids de la responsabilité qui pèse sur elle. Défendre un homme accusé dans une affaire aussi trouble n'est plus seulement un défi professionnel, c'est une immersion dans un univers où chaque erreur peut avoir des conséquences irréversibles. Et plus elle observe Atlan, plus elle se demande si elle est réellement en train de le défendre, ou si elle est en train de jouer un rôle dans un scénario qu'il aurait déjà anticipé. Pendant ce temps, Cécile Baker poursuit son analyse du dossier avec une attention redoublée. Son intuition initiale ne faiblit pas, bien au contraire. Plus elle examine les éléments, plus elle est convaincue que le choix de Margot par Atlan ne peut pas être réduit à une simple décision professionnelle. Il y a dans cette sélection quelque chose de trop précis, de trop ciblé pour être innocent. Elle ne peut s'empêcher de voir dans cette situation une tentative d'influencer indirectement la procédure, d'introduire un élément humain dans un système qui devrait rester strictement objectif. Cette pensée la dérange profondément, car elle la place dans une position délicate. Elle est à la fois juge et sœur, garante de la justice et protectrice d'un lien familial qu'elle ne peut pas ignorer. Elle sait qu'elle ne peut pas se permettre d'agir en fonction de ses émotions, mais elle refuse également de fermer les yeux sur ce qu'elle perçoit comme un risque réel pour Margot. Cette tension intérieure devient de plus en plus difficile à gérer, comme si chaque décision qu'elle prenait risquait de pencher d'un côté ou de l'autre sans qu'elle puisse maintenir l'équilibre. Dans le même temps, Claudine continue de s'enfoncer dans un trouble qui dépasse désormais le simple malaise. Les souvenirs du passé ne se contentent plus de revenir par fragments, ils s'imposent avec une clarté douloureuse, comme des scènes qu'elle serait condamnée à revivre sans pouvoir les modifier. Elle se revoit face à Atlan, à une époque où elle n'avait ni l'expérience ni la distance nécessaire pour mesurer la complexité d'un dossier aussi sensible. Elle se souvient de sa détermination à réussir, de son désir de prouver sa valeur, et de la manière dont elle avait fini par obtenir ce non-lieu qui, aujourd'hui, lui apparaît comme une victoire empoisonnée. Ce qui la hante le plus, ce n'est pas seulement la possibilité d'avoir défendu un homme coupable, mais la certitude qu'elle a peut-être été manipulée sans s'en rendre compte. Cette idée s'insinue dans son esprit avec une force croissante, remettant en question non seulement son jugement passé, mais aussi sa capacité à évaluer les situations présentes. Si elle s'est trompée une fois, comment être sûre qu'elle ne se trompe pas encore aujourd'hui? Et si Atlan est réellement capable d'orchestrer une telle manipulation, alors Margot pourrait être en train de marcher exactement dans les mêmes traces qu'elle, sans en avoir conscience. Cette prise de conscience donne à Claudine un sentiment d'urgence qu'elle ne sait pas comment exprimer. Elle voudrait avertir Margot, lui dire de se méfier, lui transmettre ce qu'elle a compris trop tard. Mais elle sait aussi que ce genre de mise en garde pourrait être perçu comme une intrusion, voire comme une tentative d'influencer son travail. Margot est une professionnelle, elle a le droit de faire ses propres choix, même si ces choix la conduisent vers un terrain dangereux. Cette impossibilité d'agir librement renforce encore le sentiment d'impuissance qui s'empare de Claudine. Parallèlement, Jérémy se retrouve de plus en plus isolé dans cette confrontation où il doit défendre sa propre version des faits face à un homme dont la crédibilité semble, paradoxalement, plus solide que la sienne. Il ressent cette injustice avec une intensité grandissante, comme si chaque élément du dossier contribuait à le placer dans une position défavorable. L'absence de témoins, la fragilité des preuves, tout joue contre lui, et il comprend que dans ce type d'affaires, la perception peut parfois peser autant que la réalité. Cette pression le pousse à chercher des appuis, à tenter de comprendre ce qui se joue réellement derrière cette opposition. Lorsqu'il échange avec Claudine, il perçoit chez elle une inquiétude qui dépasse largement le cadre de son rôle d'avocate. Il comprend qu'elle voit en Atlan quelque chose qu'il ne perçoit pas encore pleinement, une menace plus profonde, plus ancienne. Et même s'il ne dispose pas de preuves pour étayer cette intuition, il commence à se demander si l'affaire ne cache pas une dimension plus sombre que celle qui apparaît en surface. Pendant ce temps, Manu Léoni attend les résultats de la géolocalisation avec une patience tendue. Il sait que ces données pourraient constituer un élément décisif, capable de faire basculer l'enquête dans un sens ou dans l'autre. Mais il sait aussi que la réalité est rarement aussi simple, et que même des preuves techniques peuvent être interprétées de différentes manières selon le contexte.
Cette incertitude le pousse à rester vigilant, à ne pas se laisser enfermer dans une seule hypothèse, même si la pression pour obtenir des résultats concrets devient de plus en plus forte. Dans un autre registre, les dynamiques plus personnelles continuent de se développer en parallèle, ajoutant une couche supplémentaire de complexité à l'ensemble. Les interactions entre les plus jeunes, les choix de Noura de partir malgré les contraintes scolaires, l'intérêt discret de Salomé pour Pablo, tout cela compose un arrière-plan où la vie suit son cours, malgré les tensions qui agitent les adultes. Ces éléments, en apparence secondaires, rappellent que chaque personnage évolue dans plusieurs sphères à la fois, et que les décisions prises dans un domaine peuvent avoir des répercussions inattendues dans un autre. Mais c'est surtout du côté de Margot que la situation évolue de manière significative. Plus elle s'implique dans la défense d'Atlan, plus elle prend conscience de la complexité du dossier, et plus elle ressent le besoin de prouver qu'elle est à la hauteur. Cette volonté, qui pourrait être une force, devient progressivement une pression intérieure, un moteur qui la pousse à aller toujours plus loin, parfois au détriment de la prudence. Elle ne veut pas échouer, elle ne veut pas donner raison à ceux qui pourraient douter de ses capacités, et cette détermination la rend à la fois plus forte et plus vulnérable. Dans ses échanges avec Atlan, elle commence à poser des questions plus précises, à chercher à comprendre les incohérences, à confronter les versions. Mais chaque fois, elle se heurte à une réponse qui, sans être fausse, ne lui donne jamais une vision complète. Atlan ne ment pas ouvertement, il sélectionne, il ajuste, il oriente. Et cette manière de procéder crée chez Margot une sensation étrange, comme si elle avançait dans un brouillard où chaque élément de vérité était immédiatement suivi d'une zone d'ombre. Ce flou constant devient peu à peu une source d'inquiétude qu'elle ne peut plus ignorer. Elle commence à comprendre que cette affaire ne se résoudra pas par une simple analyse juridique, qu'elle nécessite une lecture plus fine, plus instinctive, des comportements et des intentions. Et c'est précisément sur ce terrain qu'elle se sent encore fragile, consciente que son manque d'expérience pourrait la désavantager face à un homme comme Atlan. Pendant ce temps, Baker continue de garder ses distances, refusant de s'impliquer émotionnellement dans une affaire qui ravive trop de souvenirs douloureux. Mais cette distance est elle-même une forme d'implication, car elle révèle à quel point le passé reste présent, à quel point certaines blessures ne se referment jamais complètement. Son refus de revoir Claudine n'est pas un simple caprice, c'est une manière de se protéger, de ne pas replonger dans une histoire qui a déjà laissé des traces profondes. À mesure que les différentes trajectoires se croisent, une évidence commence à se dessiner, encore floue mais de plus en plus insistante, l'affaire Atlan n'est pas seulement une enquête sur un meurtre. C'est une répétition, une mise en écho entre passé et présent, entre Claudine et Margot, entre une erreur ancienne et un risque actuel. Et cette répétition donne à chaque événement une dimension presque inévitable, comme si les personnages étaient entraînés dans un cycle dont ils ne maîtrisent pas les règles. Margot, sans le savoir, se trouve au centre de ce cycle. Elle avance avec conviction, portée par son ambition et sa volonté de réussir, mais chaque pas qu'elle fait la rapproche d'une réalité qu'elle n'est pas encore prête à affronter pleinement. Elle croit encore pouvoir contrôler la situation, mais autour d'elle, les indices s'accumulent, les avertissements se multiplient, et le sentiment d'un piège se renforce. C'est alors que la tension atteint un nouveau seuil. Car si Atlan a déjà réussi à échapper à une accusation grave dans le passé, s'il a déjà bénéficié de la détermination d'une jeune avocate pour obtenir un non-lieu, alors rien n'indique qu'il ne soit pas en train de reproduire le même schéma aujourd'hui. Et cette possibilité, encore incertaine mais terriblement plausible, donne à chaque interaction, à chaque décision, une gravité particulière. À ce stade, personne ne détient encore la vérité. Mais chacun commence à comprendre que cette affaire ne se jouera pas uniquement sur des preuves ou des témoignages. Elle se jouera aussi sur la capacité de chacun à voir au-delà des apparences, à détecter les manipulations, à résister aux influences. Et dans ce jeu complexe, Margot est peut-être celle qui a le plus à perdre. Car plus elle s'investit, plus elle s'expose. Et plus elle s'expose, plus il devient difficile de distinguer ce qui relève de son propre choix, et ce qui pourrait être le résultat d'une stratégie pensée bien avant qu'elle n'entre en scène. À mesure que l'enquête progresse, une tension plus sourde encore commence à s'installer, comme si les éléments accumulés ne servaient plus seulement à éclaircir les faits, mais à révéler progressivement un déséquilibre plus profond entre ceux qui cherchent la vérité et celui qui semble toujours avoir un coup d'avance. Dans ce contexte, Margot ressent de manière plus aiguë le poids de la situation, car elle comprend désormais que défendre Raphaël Atlan ne consiste pas simplement à construire une stratégie juridique, mais à entrer dans un espace où les intentions et les manipulations deviennent aussi importantes que les faits eux-mêmes. Ce sentiment ne surgit pas brutalement, mais s'installe lentement, presque insidieusement, au fil de ses échanges avec Atlan. Plus elle tente d'obtenir des réponses claires, plus elle se heurte à une logique qui lui échappe.
Il ne refuse jamais de répondre, mais ses réponses semblent toujours contenir une part d'ombre, une précision calculée qui évite soigneusement de dévoiler l'ensemble du tableau. Margot commence alors à comprendre que le danger ne réside pas uniquement dans ce qu'Atlan pourrait cacher, mais dans la manière dont il choisit de montrer certaines choses et d'en dissimuler d'autres. Cette prise de conscience crée en elle un trouble qu'elle ne peut plus ignorer, même si elle s'efforce de rester concentrée sur son rôle. Elle sait qu'un avocat ne peut pas se permettre de douter de son client à chaque instant, mais elle découvre aussi que l'absence totale de doute peut devenir une faiblesse. Entre ces deux extrêmes, elle tente de trouver un équilibre, mais ce terrain instable la pousse à une vigilance constante, presque épuisante. Pendant ce temps, Cecil Baker observe l'évolution de l'affaire avec une inquiétude qui ne cesse de grandir. Elle ne dispose toujours pas de preuves concrètes pour étayer son intuition, mais les éléments qu'elle voit s'assembler renforcent son sentiment que quelque chose lui échappe volontairement. Le choix de Margot, les contradictions dans les témoignages, la maîtrise d'Atlan, tout semble s'inscrire dans une logique qui dépasse la simple défense d'un accusé. Cette impression devient presque une certitude intérieure, difficile à partager sans risquer de paraître partiale. Elle sait que son rôle exige une distance absolue, mais elle ne peut s'empêcher de ressentir une responsabilité particulière envers sa sœur. Cette dualité la fragilise, car chaque décision qu'elle prend doit être irréprochable, alors même qu'elle est traversée par des émotions qu'elle ne peut pas totalement contrôler. Dans ce climat déjà tendu, Claudine atteint un point de rupture intérieure. Les souvenirs du passé ne sont plus seulement des images, ils deviennent des preuves silencieuses qui alimentent sa conviction qu'Atlan est capable de reproduire les mêmes mécanismes qu'autrefois. Lorsqu'elle repense au non-lieu qu'elle a obtenu pour lui, elle ne voit plus une réussite professionnelle, mais une erreur dont les conséquences pourraient aujourd'hui se prolonger à travers Margot. Cette idée la hante avec une intensité croissante. Elle ne peut s'empêcher de faire le parallèle entre la jeune avocate qu'elle était et celle que Margot est devenue. Même détermination, même envie de réussir, même confiance dans la logique du droit. Et face à cela, le même homme, avec la même capacité à exploiter les failles, à construire un récit suffisamment crédible pour semer le doute. Cette répétition possible donne à Claudine le sentiment d'assister à une scène qu'elle connaît déjà, mais dont elle ne peut modifier l'issue. Elle tente de rationaliser, de se dire que les situations ne sont pas identiques, que le temps a changé les choses, que Margot est peut-être plus forte, plus lucide qu'elle ne l'était. Mais cette tentative de rassurance ne tient pas longtemps. Car au fond d'elle, une conviction persiste. Atlan ne choisit jamais au hasard, et s'il a choisi Margot, c'est qu'il a identifié en elle quelque chose qui peut lui être utile. Pendant ce temps, Jérémy voit la situation se compliquer davantage à mesure que l'enquête avance sans apporter de réponse claire. L'absence de preuves tangibles joue contre lui, car elle laisse la place à toutes les interprétations. Il ressent de plus en plus fortement le poids du soupçon, cette sensation d'être observé, évalué, jugé sans qu'aucun élément décisif ne vienne confirmer ou infirmer sa version. Cette pression constante agit sur lui comme une fatigue morale, un épuisement progressif qui rend chaque échange plus tendu. Il comprend que dans ce type de situation, il ne suffit pas d'être innocent pour être en sécurité. Il faut aussi être capable de le prouver, et surtout de résister à une mécanique judiciaire qui peut parfois s'emballer sous l'effet des doutes et des contradictions. De son côté, Manu Léoni reçoit enfin les premiers éléments liés à la géolocalisation des téléphones. Ces données, attendues avec impatience, représentent une chance de sortir de l'impasse, mais elles ne livrent pas immédiatement une vérité simple. Au contraire, elles ouvrent de nouvelles questions, de nouvelles zones d'incertitude, comme si chaque réponse apportait avec elle un nouveau doute. Manu analyse ces informations avec prudence, conscient que leur interprétation peut orienter l'enquête dans un sens déterminant. Il sait que la tentation de conclure rapidement est forte, surtout dans une affaire où la pression médiatique et institutionnelle peut s'intensifier. Mais il refuse de céder à cette précipitation, préférant maintenir une approche méthodique, même si cela signifie prolonger l'incertitude. Pendant ce temps, Margot commence à ressentir les premiers signes d'un conflit intérieur plus marqué. Elle continue de défendre Atlan avec sérieux, mais elle ne peut plus ignorer les incohérences qui apparaissent dans ses déclarations. Chaque détail qui ne s'emboîte pas parfaitement devient une source de questionnement, et ces questionnements, même s'ils restent discrets, commencent à fissurer la confiance qu'elle avait placée en lui. Ce trouble est d'autant plus difficile à gérer qu'il entre en contradiction avec son besoin de réussir. Elle veut être à la hauteur, elle veut prouver qu'elle mérite la confiance qu'Atlan lui a accordée, mais elle commence à comprendre que cette confiance pourrait être une arme à double tranchant. Plus elle s'investit, plus elle risque de se retrouver liée à un homme dont elle ne maîtrise ni les intentions ni les stratégies. Dans ce contexte, les échanges entre Margot et Florent Grasset prennent une importance particulière. Florent, avec son expérience,
perçoit les signes d'un déséquilibre, même s'il ne peut pas en mesurer toute l'ampleur. Il comprend que Margot est en train de franchir une étape importante dans sa carrière, mais il voit aussi qu'elle est confrontée à une situation qui dépasse ses repères habituels. Il ne cherche pas à la dissuader directement, car il sait que cela pourrait être contre-productif. Mais il tente de l'amener à réfléchir, à ne pas se laisser emporter par l'enthousiasme ou par le désir de prouver quelque chose. Ses conseils, mesurés, presque prudents, visent à lui rappeler que le droit pénal est un terrain où l'erreur peut coûter cher, non seulement sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel. Pendant ce temps, Baker reste en retrait, mais son silence devient lui-même significatif. Il évite Claudine, il refuse de replonger dans une histoire qui a déjà laissé des traces profondes, mais cette distance ne l'empêche pas de ressentir une inquiétude diffuse. Il comprend que l'affaire Atlan n'est pas terminée, qu'elle revient sous une autre forme, et que les conséquences pourraient une fois encore toucher ceux qui y sont liés. Cette accumulation de tensions crée une atmosphère de plus en plus lourde, où chaque personnage semble évoluer sous une pression invisible. Personne ne détient encore la vérité, mais chacun commence à sentir que l'affaire ne se résoudra pas de manière simple. Les éléments s'additionnent sans former un tableau clair, les certitudes se dérobent, et le doute devient la seule constante. C'est dans ce climat que Margot atteint un point de bascule intérieur. Elle ne remet pas encore en cause sa décision de défendre Atlan, mais elle comprend que cette affaire ne sera pas celle qu'elle imaginait. Elle n'est plus seulement une opportunité, elle devient un test, une épreuve où elle devra affronter non seulement les arguments de la partie adverse, mais aussi ses propres doutes. Elle réalise alors que le véritable enjeu n'est peut-être pas de gagner ou de perdre, mais de comprendre dans quel jeu elle est réellement engagée. Est-elle en train de défendre un homme injustement accusé, ou de participer, malgré elle, à une stratégie qui la dépasse? Cette question, encore sans réponse, s'installe dans son esprit comme une ombre persistante. Et tandis que chacun continue d'avancer, porté par ses propres motivations, une vérité commence à émerger lentement. L'affaire Atlan ne se joue pas seulement sur le terrain judiciaire. Elle se joue aussi dans les esprits, dans les perceptions, dans la capacité de chacun à résister à ce qui ne se voit pas immédiatement. Et dans ce jeu complexe, Margot est peut-être celle qui, malgré sa détermination, se trouve la plus exposée. Car plus elle cherche à comprendre, plus elle s'approche d'une réalité qu'Atlan semble vouloir garder sous contrôle. Et si cette réalité venait à lui échapper, les conséquences pourraient être bien plus graves qu'une simple défaite professionnelle. À ce stade de l'affaire, ce n'est plus seulement l'incertitude qui domine, mais une forme de tension permanente, presque oppressante, qui s'installe dans l'esprit de tous ceux qui gravitent autour du dossier. Chacun avance, prend des décisions, formule des hypothèses, mais personne ne peut encore affirmer avec certitude dans quelle direction la vérité va basculer. Cette instabilité crée un climat particulier, où chaque geste semble peser davantage, où chaque parole peut être interprétée de multiples façons, et où le moindre détail peut prendre une importance disproportionnée. Pour Margot, cette pression devient désormais tangible. Ce qui, au départ, ressemblait à une opportunité enthousiasmante se transforme progressivement en une expérience exigeante, presque éprouvante, qui met à l'épreuve sa capacité à rester lucide. Elle continue de travailler avec sérieux, de préparer la défense de Raphaël Atlan avec toute la rigueur dont elle est capable, mais elle ne peut plus ignorer les signaux contradictoires qui émergent à mesure qu'elle approfondit le dossier. Chaque entretien avec Atlan devient un exercice délicat. Elle pose des questions plus directes, tente de clarifier certains points, d'obtenir des réponses précises sur les moments clés, sur les déplacements, sur les incohérences relevées par l'enquête. Mais à chaque fois, elle se heurte à une forme de résistance subtile, jamais frontale, toujours enveloppée dans une logique apparente. Atlan ne se contredit pas ouvertement, il ne s'énerve pas, il ne cherche pas à imposer sa version avec agressivité. Au contraire, il conserve une attitude posée, presque pédagogique, comme s'il guidait Margot dans sa propre compréhension du dossier. C'est précisément cette attitude qui finit par la troubler davantage. Car plus elle l'écoute, plus elle a l'impression que certaines réponses sont construites pour produire un effet précis, pour orienter sa perception sans jamais lui donner une vision complète. Ce n'est pas un mensonge évident qu'elle détecte, mais une forme de contrôle, une manière de filtrer l'information qui rend la réalité difficile à saisir dans son ensemble. Et cette sensation, aussi diffuse soit-elle, devient de plus en plus difficile à ignorer. Dans le même temps, Cecil Baker se retrouve confrontée à une difficulté croissante, celle de maintenir une neutralité irréprochable alors même que son inquiétude personnelle s'intensifie. Elle observe Margot, elle analyse ses choix, elle perçoit les risques auxquels elle s'expose, mais elle ne peut pas intervenir directement sans compromettre sa position. Cette impuissance forcée agit sur elle comme une tension constante,
une pression silencieuse qui la pousse à surveiller chaque évolution du dossier avec une attention presque obsessionnelle. Son intuition ne faiblit pas. Au contraire, elle se renforce à mesure que les éléments s'accumulent. Elle voit dans le comportement d'Atlan une cohérence inquiétante, une stratégie qui ne repose pas sur la spontanéité mais sur l'anticipation. Elle comprend que si manipulation il y a, elle ne sera jamais évidente, jamais frontale. Elle passera par des choix subtils, par des décisions apparemment anodines qui, mises bout à bout, formeront une trajectoire précise. Et au centre de cette trajectoire, il y a Margot. Cette idée devient pour Cécile une source d'angoisse qu'elle ne peut partager qu'à demi-mot. Elle tente d'en parler, de manière indirecte, de suggérer la prudence, de rappeler les risques, mais elle sait que toute insistance pourrait être perçue comme une remise en cause de la compétence de sa sœur. Margot, de son côté, refuse de se laisser définir par cette inquiétude. Elle veut prouver qu'elle est capable d'assumer ce dossier, qu'elle n'a pas besoin d'être protégée, qu'elle peut faire face à une affaire complexe sans être influencée par les peurs des autres. Ce refus, légitime en apparence, devient pourtant une barrière entre elles, une distance qui s'installe progressivement et qui rend toute communication plus difficile. Cécile ne veut pas briser la confiance de Margot, mais elle ne peut pas non plus ignorer ce qu'elle ressent. Et cette contradiction la place dans une position de plus en plus inconfortable. Pendant ce temps, Claudine atteint un niveau de lucidité douloureuse. Elle ne cherche plus à se rassurer, elle ne tente plus de minimiser ce qu'elle pressent. Pour elle, le schéma est désormais clair. Atlan reproduit un modèle qu'elle connaît trop bien. Il choisit une avocate jeune, brillante, encore en construction, il lui donne le sentiment d'être exceptionnelle, il l'intègre dans une affaire complexe où elle peut briller. Tout en gardant le contrôle sur ce qu'elle voit et ce qu'elle comprend. Cette prise de conscience agit comme une évidence brutale. Elle ne peut plus douter de ce qu'elle a vécu autrefois, et elle ne peut plus ignorer les similitudes avec la situation actuelle. Le problème, c'est qu'elle ne dispose d'aucune preuve concrète pour étayer cette intuition. Elle ne peut s'appuyer que sur son expérience, sur ses souvenirs, sur une conviction intime qui, aussi forte soit-elle, ne suffit pas à convaincre rationnellement. C'est cette absence de preuve qui la rend encore plus vulnérable. Elle sait ce qu'elle ressent, elle sait ce qu'elle a vécu, mais elle ne peut pas le transformer en argument objectif. Et face à cela, elle voit Margot avancer avec la même confiance qu'elle avait autrefois, la même volonté de réussir, la même capacité à ignorer les zones d'ombre au profit d'une vision plus claire et plus rassurante. Pendant ce temps, Jérémy continue de subir la pression d'une enquête qui ne lui laisse aucun répit. L'attente des résultats, l'incertitude des preuves, le regard des enquêteurs, tout contribue à maintenir une tension constante autour de lui. Il sent que la situation peut basculer à tout moment, dans un sens comme dans l'autre, et cette instabilité le pousse à une vigilance permanente. Il commence également à percevoir qu'Atlan ne se contente pas de se défendre. Il agit, d'une certaine manière, sur le terrain psychologique. Même sans interaction directe, il impose une présence, une influence, comme si son simple positionnement dans l'affaire suffisait à déséquilibrer les autres. Cette impression, difficile à expliquer, renforce le sentiment que l'affaire dépasse le cadre strictement judiciaire. De son côté, Manu Léoni poursuit son travail avec une rigueur intacte, mais il ressent lui aussi la complexité croissante du dossier. Les données de géolocalisation, loin d'apporter une réponse définitive, ouvrent de nouvelles pistes, de nouvelles interprétations. Rien n'est suffisamment clair pour trancher, et cette ambiguïté maintient l'enquête dans une zone grise où chaque hypothèse reste possible. Cette situation oblige Manu à redoubler de prudence. Il sait que la moindre erreur d'interprétation pourrait orienter l'enquête dans une mauvaise direction, et il refuse de se laisser influencer par les intuitions ou les pressions extérieures. Mais il comprend aussi que cette prudence a un coût, celui du temps, celui de l'incertitude, celui d'une tension qui ne cesse de s'accumuler. Dans ce contexte, Margot atteint un point critique. Elle ne peut plus ignorer le décalage entre ce qu'elle espérait et ce qu'elle vit réellement. Elle comprend que cette affaire ne lui offre pas seulement une opportunité, mais qu'elle lui impose aussi un choix intérieur, celui de continuer à avancer sans remettre en question son client, ou celui de regarder en face les incohérences qu'elle perçoit. Ce choix n'est pas simple, car il touche à son identité professionnelle. Remettre en question Atlan, c'est risquer de fragiliser sa défense, c'est accepter de ne pas avoir toutes les réponses, c'est entrer dans une zone d'incertitude qu'elle n'est pas encore prête à assumer pleinement. Mais ne pas le remettre en question, c'est aussi prendre le risque de se laisser entraîner dans une dynamique qu'elle ne maîtrise pas. Cette tension intérieure devient de plus en plus visible, même si elle tente de la contenir. Ses échanges deviennent plus prudents, ses décisions plus réfléchies, comme si elle cherchait à gagner du temps, à comprendre avant d'agir. Mais dans une affaire où tout semble déjà en mouvement, ce temps lui échappe progressivement. Pendant ce temps,
les autres personnages observent, chacun à leur manière, cette évolution. Florent Grasset perçoit que Margot n'est plus dans le même état d'esprit qu'au début. Il voit dans son regard une forme de questionnement, une hésitation qu'elle ne verbalise pas encore, mais qui témoigne d'un changement. Il comprend que l'affaire commence à la transformer, à la confronter à des réalités qu'elle n'avait pas encore expérimentées. De son côté, Cécile sent que quelque chose évolue également, mais elle ne sait pas encore dans quel sens. Elle espère que Margot prendra conscience du danger, qu'elle saura se protéger, qu'elle ne reproduira pas les erreurs du passé. Mais elle sait aussi que cette prise de conscience, si elle doit avoir lieu, ne peut venir que de Margot elle-même. Et pendant que tous ces éléments se mettent en place, une vérité silencieuse commence à s'imposer. Le piège d'Atlan ne repose pas sur une action brutale ou évidente, mais sur un processus lent, progressif, presque imperceptible. Il ne force pas les choses, il les guide. Il ne manipule pas ouvertement, il influence. C'est cette subtilité qui rend la situation particulièrement dangereuse. Car elle ne laisse pas de traces visibles, elle ne déclenche pas de réactions immédiates. Elle s'installe dans le temps, dans les décisions, dans les perceptions, jusqu'à ce que ceux qui y sont pris ne puissent plus distinguer clairement ce qui relève de leur propre volonté et ce qui a été orienté. Margot est désormais au cœur de ce processus. Elle continue d'avancer, mais elle commence à sentir que le terrain sous ses pieds n'est plus stable. Et si elle ne parvient pas à comprendre rapidement ce qui se joue réellement, elle risque de se retrouver dans une position dont il sera difficile de sortir. À mesure que l'affaire atteint un point de tension presque insoutenable, chaque personnage semble désormais avancer avec la conscience diffuse que quelque chose d'irréversible est en train de se jouer, même si personne ne peut encore en définir clairement l'issue. Le dossier Atlan n'est plus simplement une enquête en cours, il est devenu un révélateur, un miroir où chacun voit apparaître ses propres failles, ses regrets, ses ambitions et ses peurs les plus profondes. Pour Margot, ce moment marque une transformation intérieure qu'elle ne peut plus nier. Elle n'est plus la jeune avocate enthousiaste qui voyait dans cette affaire une simple opportunité de briller. Elle est désormais confrontée à une réalité plus complexe, où chaque décision engage bien plus que sa carrière. Elle ressent, avec une clarté croissante, que le choix de Raphaël Atlan n'était pas anodin, que derrière les compliments et la confiance affichée se cache peut-être une stratégie qui la dépasse. Cette prise de conscience ne se traduit pas par un rejet immédiat, mais par une vigilance nouvelle, presque instinctive. Elle écoute différemment, elle observe davantage, elle cherche à comprendre non seulement ce qui est dit, mais aussi ce qui ne l'est pas. Et dans ces silences, dans ces zones d'ombre, elle commence à percevoir une réalité plus inquiétante, celle d'un homme qui ne laisse rien au hasard, qui construit chaque interaction avec une précision calculée. Dans le même temps, Cécile Baker atteint un point où son inquiétude ne peut plus rester entièrement contenue. Elle voit l'évolution de Margot, elle sent le trouble qui s'installe en elle, et même si elle ne peut pas intervenir directement, elle comprend que sa sœur est désormais entrée dans une zone de danger réel. Ce danger n'est pas forcément visible, il ne se manifeste pas par une menace explicite, mais il est là, dans la manière dont Atlan semble toujours garder une longueur d'avance. Cécile comprend également que la situation dépasse le simple cadre professionnel. Elle voit se dessiner une manipulation potentielle, une tentative d'influencer indirectement le cours de la justice en exploitant les liens familiaux. Cette idée, qui était au départ une intuition, devient presque une certitude intime, même si elle ne peut pas encore la prouver. Et cette absence de preuve la place dans une position difficile, car elle doit continuer à agir en tant que juge tout en protégeant, autant qu'elle le peut, ce qui lui est le plus cher. Pendant ce temps, Claudine arrive à une forme de lucidité douloureuse mais nécessaire. Elle ne cherche plus à fuir le passé, elle ne tente plus de minimiser ce qu'elle a ressenti autrefois. Elle accepte enfin l'idée que l'affaire Atlan a profondément marqué sa vie, qu'elle a influencé ses choix, et qu'elle continue aujourd'hui à produire des effets. Cette acceptation ne lui apporte pas de soulagement, mais elle lui permet de voir plus clairement ce qui se joue. Elle comprend que Margot est en train de suivre un chemin similaire au sien, non pas par faiblesse, mais parce qu'Atlan semble capable d'identifier et d'exploiter des profils précis. Cette répétition lui apparaît comme une évidence presque tragique. Elle aurait voulu empêcher cela, intervenir, modifier le cours des choses, mais elle réalise qu'il est peut-être déjà trop tard pour agir directement. Tout ce qu'elle peut faire désormais, c'est espérer que Margot saura voir ce qu'elle-même n'avait pas vu à temps. Du côté de Jérémy, la pression atteint également un niveau critique. L'absence de vérité claire, les contradictions, les doutes, tout contribue à maintenir une incertitude pesante qui affecte profondément son état d'esprit. Il comprend que son sort dépend désormais d'éléments qu'il ne contrôle pas entièrement, et cette perte de maîtrise est difficile à accepter. Pourtant, au milieu de cette tension, il commence à percevoir que l'affaire ne se limite pas à un affrontement entre lui et Atlan.
Il sent qu'il existe une dynamique plus large, un jeu d'influence où chacun peut être utilisé sans s'en rendre compte. De son côté, Manu Léoni poursuit son travail avec une détermination intacte, mais il est lui aussi confronté à la complexité croissante du dossier. Les éléments techniques, les témoignages, les analyses, tout converge vers une vérité qui semble toujours se dérober au moment où elle pourrait être saisie. Cette situation exige de lui une rigueur absolue, mais aussi une capacité à accepter l'incertitude, à avancer sans certitude immédiate. Dans ce contexte, une chose devient de plus en plus évidente, l'affaire Atlan ne se résoudra pas simplement par l'accumulation de preuves. Elle nécessite une compréhension plus profonde des comportements, des intentions, des stratégies. Et c'est précisément sur ce terrain que se joue une partie essentielle de l'histoire. Margot, désormais pleinement consciente de la complexité de la situation, se retrouve face à un choix intérieur déterminant. Elle peut continuer à avancer en se concentrant uniquement sur son rôle d'avocate, en mettant de côté ses doutes, en s'appuyant sur les éléments concrets du dossier. Ou elle peut accepter d'écouter cette intuition qui lui dit que quelque chose ne tourne pas rond, que son client n'est peut-être pas celui qu'il prétend être. Ce choix n'est pas simple, car il implique de remettre en question sa propre perception, sa propre confiance, son propre jugement. Il implique également d'accepter l'idée qu'elle a pu être influencée, guidée, peut-être même manipulée sans en avoir pleinement conscience. Et pour une jeune avocate qui cherche à s'affirmer, cette remise en question est particulièrement difficile. Mais c'est précisément dans cette difficulté que se joue son évolution. Car comprendre ce qui se passe réellement, c'est aussi accepter de perdre certaines illusions, de voir les choses telles qu'elles sont, et non telles qu'on voudrait qu'elles soient. Et cette lucidité, même si elle est douloureuse, est peut-être la seule manière de sortir du piège. Pendant ce temps, autour d'elle, les tensions continuent de se resserrer. Cécile observe, Claudine s'inquiète, Baker reste à distance, Florent analyse, et chacun attend, d'une manière ou d'une autre, que quelque chose bascule. Mais ce basculement ne viendra pas forcément d'un événement spectaculaire. Il pourrait venir d'une prise de conscience, d'un détail compris trop tard, d'une décision qui changera tout. Et au centre de tout cela, Atlan reste étonnamment calme. Cette calme apparent, cette maîtrise constante, devient presque inquiétante. Car elle suggère qu'il n'est pas surpris par ce qui se passe, qu'il a peut-être anticipé chaque étape, chaque réaction. Et si tel est le cas, alors le véritable enjeu n'est peut-être pas de savoir s'il est coupable ou innocent, mais de comprendre jusqu'où va son influence. Margot, désormais consciente du danger, commence à percevoir cette réalité avec une clarté nouvelle. Elle comprend que le piège ne réside pas seulement dans l'affaire elle-même, mais dans la manière dont elle y est impliquée. Elle comprend qu'elle n'a pas été choisie uniquement pour ses compétences, mais peut-être aussi pour ce qu'elle représente, pour le lien qui la rattache à Cécile, pour la position qu'elle occupe dans ce système complexe. Et cette compréhension change tout. Car à partir du moment où elle voit le piège, elle a une chance d'y échapper. Mais encore faut-il qu'elle agisse à temps.